Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les chiffres chinois pour le 4e trimestre qui ouvrent la saison de publication des croissances trimestrielles pour les grandes zones géographiques. Les PIB américains et européens pour le 4e trimestre arriveront un peu plus tard. La Chine a, par tradition, toujours été la plus rapide pour mesurer son PIB trimestriel, un PIB OT4 en Chine qui est un peu meilleur que prévu, il faut le noter, avec une croissance d'un trimestre sur l'autre qui remonte à 1,6% après plus 0,2% de croissance trimestrielle en Chine au 3e trimestre, mais on notera que les données statistiques chinoises livrées pour le mois de décembre montrent quand même une faiblesse de la consommation domestique à travers des ventes au détail qui ne progressent que d'1,7% d'une année sur l'autre au mois de décembre. En revanche, on notera la très bonne tenue de la production industrielle chinoise qui va dans le sens des exportations chinoises, là aussi toujours très dynamique et qui montre bien que la demande mondiale pour la production chinoise reste élevée. La production industrielle en Chine a progressé de 4,3% sur un an au mois de décembre. Et puis notez en parallèle de cela qu'après avoir dépassé ses objectifs de croissance annuelle en 2021, puisque la croissance 2021 s'établit à plus de 8% en Chine, les autorités monétaires décident d'apporter un nouveau soutien à la dynamique actuelle de l'économie chinoise, avec une banque centrale chinoise qui a annoncé la baisse de certains de ses taux directeurs, notamment une baisse de 10 points de base pour le taux d'intérêt moyen à moyen terme en Chine, ce qui n'était pas attendu par le marché, ce qui est un coup de pouce à venir évidemment pour l'économie chinoise et pour la distribution de crédit en Chine. Voilà pour la situation macroéconomique du jour. Nous parlerons bien sûr de la situation économique aux États-Unis. Est-ce que tout ce que la Fed est prête à faire pour contenir l'inflation, est-ce que tout cela sera suffisant? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et qu'on posera à Thomas Kosterk dans un instant, qui sera avec nous en visioconférence depuis Genève. Du côté des entreprises, notez qu'il y a de l'appétit pour des deals industriels importants. La tentative d'opération du jour, c'est celle d'Unilever sur la division santé grand public du laboratoire britannique GlaxoSmithKline. Une offre qui a été déclinée pour l'instant pour une question de prix. Unilever est prête à offrir 50 milliards de sterling pour cette division de santé grand public de GSK. Une offre rejetée, donc je le disais, par GSK, qui confirme pour l'instant sa volonté de mettre en bourse cette activité cette année. Et puis comme chaque lundi, nous ferons le point évidemment sur les enjeux techniques de marché avec des indices qui sont revenus à la case départ. Vendredi dernier en clôture, on clôturait à Paris notamment sur les niveaux qu'on connaissait en début d'année pour le CAC 40. Où en est-on de la situation technique de marché? Réponse donc dans quelques instants avec Romain Daubry de Bourse Direct. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec des marchés européens en hausse, sachant que Wall Street restera fermé cet après-midi pour la commémoration de l'anniversaire de la mort de Martin Luther King. Les infos clés du jour, donc, c'est avec Alix Nguyen. Un peu plus d'entrain à la Bourse de Paris. Le CAC commence la semaine dans le vert en réaction à la croissance de l'économie chinoise. Au 4e trimestre, le produit intérieur brut de la Chine a progressé de 4% en rythme annuel. Et sur l'ensemble de 2021, la progression a atteint 8,1%, au plus haut depuis une décennie. À noter en revanche que le rythme de croissance est le plus faible depuis 1 an et demi, alors que les ventes au détail et la production industrielle ont déçu en décembre. Et puis l'optimisme ambiant émane aussi de nouvelles mesures de soutien de la part de la Banque populaire de Chine afin de relancer une économie meurtrie par les problèmes du secteur immobilier, mais aussi par la politique de zéro Covid qui affecte la consommation et accentue les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, à l'occasion du Martin Luther King Day, Wall Street sera fermée. L'activité devrait être moindre. Si les marchés obligataires américains sont fermés ce lundi, les tensions sur les taux demeurent en Asie et en Europe, où le rendement du Bund allemand à 10 ans était à la limite de repasser en territoire positif la semaine dernière pour la première fois depuis mai 2019. En France s'amorce la saison des résultats trimestriels avec les comptes d'Alstom jeudi. Aux États-Unis, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Procter & Gamble et Netflix vont rendre leur copie du 4e trimestre dans les prochains jours.
Côté valeur, Renault progresse. Les perspectives de redressement du groupe, pour le moins encourageantes, parues vendredi, ont littéralement dilué le recul attendu des ventes mondiales du constructeur. Le secteur du luxe sort la tête de l'eau sous l'effet des chiffres de la croissance chinoise. Et puis Sanofi avance dans le vert dans le siège du britannique GlaxoSmithKline, dont le titre bondit à Londres. Le groupe a rejeté l'offre de 50 milliards de livres d'Unilever sur sa branche santé grand public. Le géant de produits de grande consommation envisagerait de relever le montant de son offre. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Le plan de trading pour éclairer les enjeux techniques de marché chaque lundi à 12h30 avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est avec nous en plateau évidemment. Bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Les mouches changent d'âne, c'est ainsi que vous qualifiez la situation technique de marché, Romain, avec des indices qui sont revenus à la case départ. Hein, je le disais, vendredi en clôture, le CAC autour de 7150 points, c'était le niveau de début d'année. Oui, tout à fait. Et 7153 en fin d'année, 7143 vendredi soir, avec une énorme rotation à l'intérieur des indices. En fait, c'est ce qui se passe dans les indices et c'est ce qu'on pressentait. Stock picking, qui était le mot de l'année, et volatilité aussi, parce que des écarts importants et brutaux déjà, avec oui, des mouvements très marqués, vraiment, avec un secteur, les secteurs forts et tout ce qui était croissance, pour schématiser luxe et techno en Europe, en tout cas, qui ont été vraiment vendus, et à l'inverse, des valeurs en retard, pour lesquels le pari n'était pas qu'un pari de début d'année, mais manifestement une intention d'investissement forte qui ne se dément pas, même dans les mouvements de baisse, avec la plus emblématique, et on les regardera toutes les deux graphiquement, ArcelorMittal qui a pris 15% depuis le début de l'année. Donc plus 15, moins 15 pour les deux extrêmes en 15 jours, 3 semaines, c'est beaucoup. Et surtout, c'est sur beaucoup de valeurs. Donc il y a vraiment un mouvement fort et un mouvement hyper rapide qui laisse probablement pas la possibilité à tout le monde de rentrer. En revanche, qui laisse un scénario ouvert et qui en laisse pour tous les goûts. Parce qu'on a ce consensus acheteur de valeur du luxe qui se dit que sur repli, on paiera la croissance systématiquement parce qu'il faut le faire. Et puis il y a les acheteurs de value qui ont enfin leur moment et qui sont en train de constater et de déclencher un mouvement fort qui se déclenche. Donc, c'est intéressant parce que 15% de baisse sur des valeurs du luxe, c'est déjà des opportunités d'achat pour certains dans des perspectives stratégiques de moyen long terme. Et à l'inverse, je dis n'importe quoi, 15% de hausse sur une valeur automobile ou sur une valeur bancaire, ça va non seulement attirer l'œil, mais ça va conforter certains acheteurs dans l'idée que ces positions, il faut les tenir encore quelques temps peut-être en ce début d'année 2022. Probablement. En tout cas, ce sont des mouvements qui ne se démentent pas. Quand on regarde ArcelorMittal, elle franchit des niveaux qu'elle n'avait pas débordés depuis 2012. C'est important, c'est un vrai signal. Il se passe quelque chose de fort. Sur l'automobile, de la même façon, avec des débordements de niveau importants. Là, on est un peu plus discriminatoire sur l'automobile parce qu'il y a des mouvements qui sont moins forts. Valeo, par exemple, est moins forte que les autres pour l'instant. Alors peut-être qu'elle va décoller par la suite, mais pour l'instant, c'est moins le cas. Plastic Omnium aussi, par exemple. Mais en revanche, Plastique du Val-de-Loire explose depuis le début de l'année. Elle fait partie des plus fortes hausses du SBF 120. Renault, pareil, a un intérêt qui ne se dément pas avec du volume. Je pense on cherche effectivement des affaires. Et là où on était capable de payer des valeurs assez chères et de se dire c'est peut-être moins le cas, comme le cash arrive toujours dans les portefeuilles et qu'il faut rentrer sur des nouveaux titres, ce pari de début d'année, ça n'est plus uniquement un pari, c'est un cas d'investissement. Le maître mot, hein, c'est dispersion plus que correction des indices. D'ailleurs, dispersion au sein des indices, au sein des secteurs également. Et donc, qui dit dispersion dit stock picking. C'est la logique de marché qui prévaut en ce début d'année. Du coup, on peut peut-être passer rapidement sur les indices parce que quand on regarde le S&P 500 ou le Nasdaq américain, j'ai pas l'impression que la situation technique, la situation graphique ait beaucoup changé depuis une semaine au final, Romain. Non, en fait, on a presque la meilleure nouvelle possible. On se souvenait qu'il y avait des alertes la semaine précédente. Vous avez le S&P en hebdomadaire sous les yeux, avalement baissier, invalidation de la sortie du précédent trading range. Et là, on se retrouve dans la borne haute du trading range actuel, dans une grande bougie d'indécision qui est vraiment caractéristique. C'est un grand doji avec un tout petit corps au milieu. Et au milieu du trading range, mais dans la borne haute du trading range, j'ai symbolisé la médiane
médiane par le tiret vert à 4630 points. On est plutôt du bon côté de la barrière, dans un signal qui est quand même un signal d'arrêt dans la dynamique haussière que nous indiquait déjà la bougie de la semaine précédente. Pour l'instant, c'est le meilleur possible dans ce contexte-là. On a quand même rompu la dynamique haussière de long terme et ça illustre complètement cette idée que c'est en dehors des indices qu'il faut regarder, ou en tout cas sur les valeurs individuellement. Que dire du Nasdaq? Alors avec le poids de la tech qui est un peu plus souffert que le S&P ou le Dow Jones en ce début d'année aux États-Unis. De la même façon, à minima, on va préserver en fin de semaine, à la dernière minute, vendredi soir, le canal haussier de long terme qu'on avait rompu en début de semaine, et on ne rentre pas dans le trading range inférieur, on ne rompt pas l'alerte de court terme en clôture hebdomadaire. Donc voilà, des opérateurs qui se montrent prudents à l'entame des publications trimestrielles. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils sont prudents, mais en termes graphiques sur les indices, ils ne sont pas très prudents en termes de couverture, et le ratio de couverture est le bémol actuel sur le marché. On a un ratio de couverture qui est assez bas. Les opérateurs ne se couvrent pas ou peu. Alors il y a du cash, ils veulent acheter sur repli, mais ce n'est pas un signe de baisse en soi, mais ça rappelle que en cas de rupture de ces alertes de court terme, les opérateurs n'étant pas protégés, le mouvement serait plus brutal, plus violent. Donc il faut s'attendre toujours à avoir de la volatilité dans ce marché. Que dire de la traduction européenne de cette situation américaine si on regarde le DAX, l'indice allemand, avec une vue hebdomadaire, Romain? Intéressant toujours de noter que le DAX aujourd'hui est peu ou prou sur les niveaux qui prévalaient au cours de l'été 2021. Oui, même presque avant. Un DAX qui ne fait rien depuis avril de 2021, mais dont la configuration change un peu. On s'inquiétait d'une structure en élargissement, et les réactions sur les supports de novembre et décembre permettent d'identifier un canal haussier très large, pas très pentu, pas très fort, mais pour lequel on est plutôt du bon côté de la borne haute du canal haussier de long terme qu'on voit en violet, qui est au milieu du canal, qu'on retrouve en bleu, donc un canal haussier de moyen terme, avec cette grosse bougie d'indécision la semaine précédente, une doji en croix, donc un grand corps et un tout petit corps et une grande mèche en haut, avec un rejet important une deuxième fois contre 16 290. Une bougie d'hésitation la semaine précédente, et cette semaine toujours au-dessus de niveau pour l'instant, en tout cas, puisque c'est un graphique pris à ce matin. Donc on a des alertes qui sont préservées, qui ont été testées, et des niveaux qui indiquent qu'on est plutôt du bon côté du range, et que le trend pourrait redevenir haussier, mollement, mais haussier. Sur le plus court terme encore, quand on zoome sur le CAC 40, le futur CAC en l'occurrence, en vue quotidienne, journalière, Romain, quels sont les enjeux immédiats, les enjeux des prochains jours et de la semaine pour le CAC? C'est toujours la préservation de la zone 7098, 7145,5 en bas, dans un large trading range. La médiane a extrêmement bien fonctionné, c'était 237, on l'a ajusté à 7241,5. Tant qu'on est en dessous, on est plutôt du côté baissier de la neutralité de court terme, mais on préserve et on rebondit systématiquement sur 7098, 7145. On n'arrive pas à reprendre des couleurs tout de suite, mais on n'enfonce pas ce niveau. En revanche, sous 7098, moi j'y vois une alerte un peu plus marquée, compte tenu de cette complaisance sur les ratios de couverture et du manque d'intérêt aussi sur le futur CAC 40. Alors, on a une nouvelle globale sur le futur. On a construit 22 000 contrats futurs depuis le 27 décembre. C'est pas beaucoup, mais au-delà de 7140 points. Donc, on a un petit peu d'intérêt qui s'est construit. En revanche, on constate la semaine dernière et vendredi que la petite journée de baisse qu'on enregistre sur l'indice parisien voit le nombre de contrats futurs diminuer, toute échéance confondue, puisqu'on arrive et on approche, c'est une semaine d'échéance sur les marchés dérivés. Donc vendredi prochain, on clôturera le contrat à terme du mois de janvier. Et au cours de toute échéance confondue, le nombre de contrats a baissé vendredi, ce qui veut dire que dans la baisse, il n'y a pas eu de pression baissière complémentaire. Au contraire, on l'a diminué. Donc c'est plutôt signe qu'on maintient pour l'instant ces niveaux-là. Ça, c'est plutôt pas mal, même si l'intérêt est encore très, très moyen, assez faible, et même si la volatilité est relativement basse par rapport aux périodes précédentes. Une complaisance à surveiller. On sait que sous 7100, il y a eu toute la hausse qui s'était formée de 6828, 6860 jusqu'à 7098 n'était pas étayée. Elle s'était faite avec divergence de volume, divergence d'intérêt. Donc ça, il y a un trou d'air assez possible sous ces niveaux-là si on les rompt. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. On rappelle que la grosse zone de densité, l'alerte de moyen terme en option de vente, c'est 6006, 6007. Ça, c'est vraiment le niveau à préserver en cas d'accélération baissière. Donc, on pourrait se permettre cette consolidation complémentaire et encore quelques pourcents sans que ce soit dramatique. Sous 6006, 6007, c'est beaucoup plus grave. Mais dans les actifs qu'on regarde, il y a sans doute une question sur le dollar. Alors le dollar qui s'est apprécié de manière assez régulière et progressive sur une bonne partie de l'année 2021.
Est-ce qu'on a le début d'un phénomène inverse qui pourrait se mettre en place, hein? Le dollar recule depuis le début de l'année et on voit sur l'euro-dollar un niveau de 1,14 qui a été franchi notamment. Oui, on avait indiqué ce franchissement important dans le courant de l'année dernière, ce canal haussier qui s'est mis en place et une résistance importante à 96,60 sur lequel le dollar index butait, d'où cette idée d'un rebond possible de l'euro à court terme. Il a eu lieu, on n'est pas allé chercher la cible qu'on avait indiquée à 1,1540, on s'est arrêté un peu en dessous et on voit que le support à 94,62 a fait son office et que le dollar index a rebondi assez rapidement dessus. Donc on n'a pas de figure de retournement haussière dans l'immédiat, il va peut-être falloir quelques temps, mais ce canal a l'air d'être toujours identifié par le marché et donc le dollar index pourrait repartir à la hausse effectivement à l'assaut de sa cible de long terme située à 99,10, ce qui veut dire que l'euro pourrait corriger un peu avec les conséquences que ça peut avoir sur différents secteurs. Oui, un euro plus faible, ça peut être bon pour certaines entreprises européennes. Dont les exportatrices, dont les valeurs du luxe, qui, elles, sont en correction assez marquée depuis le début de l'année. La pression retombe un petit peu. Je rappelle que c'est une journée off pour les marchés américains aujourd'hui. Donc sans doute moins d'activité, y compris sur la partie dollar. Et puis terminons avec le match que vous nous avez présenté en début d'entretien, Romain. Arcelor, Hermès, c'est le match emblématique de ce début d'année. Donc Arcelor qui est la valeur vedette, on va dire, au sein du CAC sur ces 15 premiers jours de bourse. 15% de hausse depuis le 1er janvier et un débordement d'un niveau de technique extrêmement important qui date de 2011-2012 et sur lequel on voit qu'Arcelor avait buté à 30,15 au moins 4 ou 5 fois. Et ça, c'est un graphique mensuel. Donc, chaque bougie représente un échec mensuel. On voit qu'ArcelorMittal n'a pas clôturé en mensuel au-delà de ces niveaux-là. Alors, pour l'instant, le mois n'est pas terminé, mais l'accélération haussière est significative. Le mouvement est important. Et puis, on le voit sur tout le secteur. On disait qu'il y avait peu de logique sectorielle. Reste quand même le secteur des ressources de base, le secteur du pétrolier, les valeurs liées à l'énergie globalement, toujours les banques, l'assurance et l'automobile qui font partie des secteurs très forts en ce moment. Et ArcelorMittal est bien emblématique de cette hausse. Elle avait pris 50% l'année dernière. Elle fait partie de la catégorie des valeurs qui avait pas mal progressé, stagné en fin d'année et qui repaye. Donc l'une des catégories de valeurs qui plaide pour une hausse et une bonne tenue des marchés. À l'inverse, donc Hermès qui a été la star incontestée de 2021 au sein du CAC, je crois que ça a gagné 80% le cours de bourse d'Hermès l'an dernier, qui connaît un début d'année beaucoup plus compliqué. Moins 15% pour elle, depuis le 1er janvier, dans le même délai, avec une phase de correction très nette, très marquée, vague ABC, la dernière vague étant violente, et qui réagit ce matin en tout cas sur un niveau de support important à 1290. C'est important à plusieurs titres. Non seulement c'est une grosse zone d'alerte de long terme et un niveau de support, la zone 1190-1290, et puis cette ligne de tendance haussière de long terme qu'elle est en train de tester. Là, c'est un graphique hebdomadaire. Il faudrait préserver ce niveau-là pour que la correction ne devienne pas plus marquée. On sait qu'il y a un fort consensus acheteur de ces valeurs de croissance sur repli. Oui. Et là, on a probablement des niveaux d'entrée. On voit la réaction est assez rapide. Il y a d'ailleurs par ailleurs des divergences haussières à court terme qui indiquent que ça peut être des points d'entrée. Alors, on n'a pas de figure de retournement haussière dans l'immédiat, mais la baisse éventuelle de l'euro pourrait porter ce genre de valeurs-là et qui fait partie de la troisième catégorie des valeurs, celles qui corrigent pour l'instant, mais pourraient offrir des points d'entrée. Et l'autre étant que les valeurs qui n'ont rien fait l'année dernière et qui repayent comme Orange, Danone, Thales, Airbus, ADP, Safran, qui elles font l'objet d'intérêt qui n'est pas démenti pour l'instant toujours. Des intérêts acheteurs des deux côtés pour l'instant. Donc on verra comment ce match évolue. Hermès, Arcelor étant l'emblème de ce match, de ce début d'année sur les différents types de valeurs boursières qui intéressent les investisseurs. On vous retrouvera vendredi. Ce sera effectivement l'échéance mensuelle, la première de cette année 2022. Et vous serez avec nous évidemment à partir de 17h vendredi en plateau. Romain Dobré qui nous accompagne, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct dans Smart Bourse à la mi-journée. Et parlons de l'économie américaine à présent, comme chaque lundi avec Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence depuis la Suisse, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. On va en venir aux États-Unis, mais l'actu du jour c'est quand même la Chine. Et je sais que la Chine, dans votre scénario global, depuis un moment, vous nous le dites, Thomas, c'est peut-être le premier risque pour l'économie globale aujourd'hui. On a eu beaucoup de données chinoises portant sur le mois de décembre et sur l'ensemble du quatrième trimestre. Et puis, une petite baisse surprise de
10 points de base des taux d'intérêt moyen terme délivrés par la Banque centrale chinoise, qui semble confirmer qu'il y a un sujet chinois quand même, en termes macroéconomiques en tout cas, Thomas. Oui, alors peut-être 3 points sur ces chiffres de croissance chinoise. Premier point, c'est l'économie ancienne chinoise qui tire la croissance. Et là, il y a quand même un sujet, puisqu'on parle vraiment des exportations. On a vu la balance commerciale chinoise qui est en fort surplus, d'ailleurs un record, je crois, pour la balance commerciale. Ça, c'est l'ancienne Chine. C'est la Chine du manufacturier, c'est la Chine des exportations. Or, le problème, c'est que la Chine, la nouvelle Chine, puisqu'on devait y avoir une transition vers la demande intérieure au détriment de la demande extérieure. Et cette demande intérieure, elle n'est pas au rendez-vous, parce qu'on a des ventes au détail au mois de décembre, donc comme vous avez dit, 1,7% en glissement annuel, ce qui est très bas. Donc là, il y a quand même un vrai sujet de cette transition économique chinoise qui a l'air d'aller plutôt en sens contraire. Deuxième point, il y a quand même un sujet immobilier. Alors, la vue d'ensemble, c'est donc cet investissement dans l'immobilier qui est en baisse d'environ 14% en glissement annuel. Donc, c'est très mauvais, même si en effet, les derniers chiffres, là, nous montrent peut-être des signes de stabilisation. Mais bon, voilà, quand même, on a les autorités, et notamment la Banque centrale, qui doivent donc baisser les taux et alimenter en liquidité, notamment pour soutenir les bons acteurs de la branche. Parce qu'il faut faire en sorte de cautériser, c'est-à-dire que le ralentissement chinois ne se propage pas aux bons acteurs de la branche. Et peut-être rapidement, troisième point, si on regarde pour 2022, vous avez quand même ce grand sujet de la politique zéro Covid, qui est vraiment l'épée de Damoclès sur la croissance chinoise et en particulier sur la consommation. Je rappelle qu'on aura quand même des Jeux Olympiques le mois prochain en Chine avec du brassage de population. Bref, il y a quand même un vrai sujet zéro Covid en Chine et en particulier pour la consommation qui reste donc une menace pour la croissance chinoise. Donc en effet, la Chine, c'est quand même un thème à continuer à regarder en 2022. Il y aura déjà un premier test pour la consommation chinoise avant même les JO, avec une semaine de vacances nationales à la fin du mois de janvier. On verra effectivement comment les autorités autorisent ou n'autorisent pas les déplacements de population. Et on verra ce qui pourra ressortir de cette semaine en termes de consommation sur le plan domestique en Chine. Venons-en à la partie américaine, Thomas. Enfin, les choses vont tellement vite depuis le dernier FOMC du 14 et 15 décembre dernier, avec la publication des minutes sur la première semaine de 2022, qui est quand même un marqueur de ce début d'année, qu'on se demande désormais si 3-4 hausses de taux, plus un début de réduction du bilan dès cette année, est-ce que des mesures monétaires telles qu'elles sont signalées aujourd'hui par bon nombre de membres de la Fed seront suffisantes pour interrompre, maîtriser, contrôler le risque inflationniste aux États-Unis? Oui, et puis pour revenir à l'image de l'économie mondiale, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a donc une Chine qui exporte trop et les États-Unis qui consomment trop. Ça me rappelle, moi, l'économie mondiale d'il y a 10 ans. Bref, on a l'impression qu'on n'a pas avancé depuis. Et en effet, les Américains consomment trop. Et on peut se demander, alors certes, la plupart de l'inflation actuelle vient des goulets d'étranglement dans les chaînes de production et des problèmes d'offres. Mais on peut aussi se demander s'il n'y a pas aussi un problème de demande. Il y a un surcroît de demande aux États-Unis. On le voit, même si, et d'ailleurs c'est bienvenu, les ventes au détail ont un peu marqué le pas au mois de décembre, mais il y a toujours des ventes au détail qui sont environ 10% au-dessus de la tendance pré-Covid. Donc on a trop de consommation et on peut se demander si cette surconsommation n'alimente pas également l'inflation. Et donc comment faire pour faire rebaisser la consommation? Finalement, ça va être ça peut-être le défi pour 2022. La Fed, en effet, est dans un schéma très gradualiste, c'est-à-dire qu'on fait une hausse de taux potentiellement chaque trimestre. On va faire du bilan, mais ça va être du bilan passif, c'est-à-dire qu'on va arrêter de renouveler les achats d'obligations. Mais on peut se poser la question si on ne va pas devoir basculer dans un deuxième schéma, qui est un schéma où on doit combattre l'inflation de façon proactive. Et là, ça voudra dire des hausses de taux plus sévères, potentiellement 50 points de base, et aussi sur le bilan, des ventes nettes de titres. Alors, je pense qu'on n'est pas encore là, mais ce risque-là n'est pas à complètement négliger pour 2022. Oui, c'est intéressant, ça va dans le sens d'un entretien de l'investisseur Bill Ackman que je lisais ce week-end, qui dit il faudrait peut-être même que la Fed commence dès le mois de mars avec une hausse de 50 points de base pour choquer un peu le marché et montrer qu'elle est sérieuse dans sa détermination à maîtriser ce risque inflationniste. Et ça, c'est pas quelque chose qui est encore anticipé, j'imagine, par les investisseurs, Thomas.
Oui, alors les investisseurs prévoient. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on met un peu plus de hausse de taux en 2022, mais on croirait qu'en 2023, tout va se calmer. Et finalement, on presse autant, voire même un peu moins de hausse de taux. Donc, en fait, qu'on ramène juste un peu plus en 2022, mais qu'au final, on reste sur un cycle de hausse de taux, j'ai envie de dire quasiment normal, avec des taux réels qui vont rester durablement négatifs. Donc, des taux réels, c'est des taux corrigés de l'inflation. Et en effet, on peut se poser la question si ça va être vraiment le cas, surtout si la demande intérieure reste forte. Si la demande intérieure reste forte et qu'on reste sur des niveaux 10% au-dessus de la tendance pré-Covid, il va se poser la question, en effet, s'il ne faut pas agir davantage sur cette demande. Et là, ça va être un vrai dilemme pour la Banque centrale, c'est est-ce qu'on peut vraiment arriver à un atterrissage en douceur ou est-ce qu'il ne faut pas, en appuyant sur le frein, la voiture ne va pas aller dans le décor. Ça va être le vrai dilemme pour la Banque centrale. Alors, on n'est pas encore là, mais on a quand même ce scénario de risque qui quand même a tendance à prendre de l'ampleur. Dans les facteurs qui pourraient détendre un peu l'atmosphère sur le risque inflationniste, il y a évidemment ce qui se passe sur le marché du travail. Thomas, tendu, très tendu, on le raconte avec vous régulièrement depuis des mois maintenant. Est-ce qu'on peut imaginer quand même une forme de détente sur ce marché du travail américain qui reste contraint, qui reste encore un peu mystérieux, avec quelques millions de personnes qui ne sont pas revenues dans ce marché du travail? Est-ce qu'on peut imaginer quand même que l'offre et la demande trouvent un équilibre un peu moins tendu, on va dire, sur ce marché du travail au cours de cette année 2022? Oui, alors il y a deux facteurs notamment à regarder. Alors d'abord, il y a un grand nombre de malades. On sait qu'en mois de décembre, il y avait 1,70 million d'Américains qui étaient malades. Et il est fort à penser qu'au mois de janvier, ce sera encore pire. On a vu d'ailleurs des chiffres anglais qui étaient assez intéressants. Il y avait 3% de la force de travail fin décembre qui était absente du travail parce qu'ils avaient eu le Covid. Donc c'est beaucoup. Donc il faut les remplacer, il faut trouver d'autres gens. Donc on peut se dire en 2022, si Omicron passe, et d'ailleurs on a quand même des premiers signes qu'Omicron, des signaux de fréquence qu'Omicron pourrait faire un pic déjà aux États-Unis. Mais voilà, si les gens sont moins malades, ils vont revenir. Deuxième point super important, c'est l'immigration aux États-Unis. On sait que l'immigration est centrale pour le marché de l'emploi américain. Or le problème avec Covid, c'est qu'en fait l'immigration a beaucoup ralenti. Et donc là, on peut se dire aussi, si on est optimiste par rapport au Covid, que les frontières vont se rouvrir et que l'immigration va revenir, et notamment pour les emplois peu payés dans les services, que ça va remettre un peu ça va permettre au marché de l'emploi de se réaligner entre l'offre et la demande, notamment dans les services. Donc ça, c'est deux sources potentielles où on peut se dire qu'il va y avoir du changement en 2022 si le coronavirus s'estompe. Merci beaucoup Thomas pour votre éclairage sur la situation économique aux États-Unis. Thomas qu'on retrouve le lundi, une semaine sur deux dans Smart Bourse à 12h30, économiste senior US chez Pictet Wealth Management qui était en visioconférence avec nous. Smart Bourse, 12h30, 17h, rediffusé à 20h également sur Bismart chaque jour. Et puis vous nous retrouvez bien sûr en replay sur le site bismart.fr et en podcast également sur toutes les plateformes disponibles. On se retrouve donc ce soir à 17h en direct sur Bismart.